Fin hier à Paris du sommet de l'Élysée pour la paix et la sécurité en Afrique auquel le président de la République Issoufou Mahamadou a pris part. Début ce matin à Niamey des activités commémoratives de la Journée internationale de lutte contre la corruption placée cette année sous le signe de la sensibilisation des jeunes. Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue dans cette session d'information dominicale. Le président de la République, Issoufou Mahamadou, a regagné Niamey cet après-midi en provenance de Paris, en France, où il a pris part au sommet de l'Élysée pour la paix et la sécurité en Afrique. Le chef de l'État a été accueilli à sa descente d'avion par le Premier ministre-chef du gouvernement, Brigitte Raffini. L'unité spéciale d'intervention de la gendarmerie à vos ordres d'excellence. Samedi après-midi, après la clôture du sommet auquel il a pris part, le président de la République a accordé 2 audiences. Le chef de l'État s'est entretenu avec le ministre français de l'Intérieur, Manuel Valls. Au cœur de leur entretien, la lutte contre le terrorisme, Manuel Valls à sa sortie d'audience. J'étais très heureux de rencontrer le président du Niger et mon homologue aussi, ministre de l'Intérieur. Bon, dans le cadre de cette conférence qui a donné, je crois, de beaux résultats, nous avons évidemment évoqué la lutte contre le terrorisme et la coopération opérationnelle et technique entre nos deux pays, qui est déjà d'une très grande qualité dans le domaine du renseignement et de la formation. Et nous avons convenu, à travers une coopération que l'on pourrait acter à travers mon déplacement à Niamey, d'aller encore plus loin dans le domaine de la coopération, sur la formation, sur le matériel, dont les forces de l'ordre nigériennes, la garde nationale, la police, la gendarmerie pourraient avoir besoin. C'est ensemble, et nous avons déjà fait beaucoup ensemble, mais c'est ensemble que nous pouvons encore davantage renforcer notre capacité à lutter contre le terrorisme qui s'attaque au fondement même de nos valeurs. Parlant de la sécurité, le président du Niger a toujours insisté sur le lien qu'il faut établir entre sécurité et développement. Vous partagez cet avis? Oui, il a fait hier une intervention d'une très grande qualité à l'occasion de la conférence. Et les deux vont de pair. C'est sur la pauvreté, le désœuvrement que le terrorisme recrute. Nous devons évidemment lutter contre le terrorisme avec les armes de la force et de l'état de droit. Mais ce dont l'Afrique a besoin, c'est évidemment un développement harmonieux qui préserve l'environnement, mais qui permet de la croissance de ces pays qui ont des ressources extraordinaires, pas seulement dans leur sous-sol, mais surtout la ressource de la population et de la jeunesse. Et nous sommes bien d'accord sur cet aspect-là. C'est l'une des leçons d'ailleurs de ces rencontres ici à Paris. Le chef de l'État s'est aussi entretenu avec le président du directoire d'Areva, M. Luc Orsel. Le président de la République, chef de l'État, Issoufou Mahamadou, vient donc d'effectuer une mission de travail à Paris, en France. Le chef de l'État a pris part à l'Élysée aux travaux du sommet sur la paix et la sécurité en Afrique. Le résumé avec nos envoyés spéciaux Yahya Rabo et Moussa Yahya. 53 pays africains représentés, plus de 40 chefs d'État présents, telle était l'affluence du continent à ce sommet de l'Élysée pour la paix et la sécurité en Afrique, dont l'ouverture était placée sous la présidence symbolique de Nelson Mandela. Après les hommages pleins d'émotion à Madiba, place fut faite à l'ouverture officielle, marquée notamment par le retentissant discours de François Hollande.
Le président français, hôte du sommet, a martelé que l'Afrique devrait maîtriser son destin et assurer par elle-même sa sécurité. Mais a-t-il ajouté, l'Afrique et l'Europe sont deux continents qui doivent être ensemble pour conjurer tous les risques. C'est pourquoi la France s'engage à accompagner l'Afrique en formant 20 000 soldats chaque année et injecter 1 milliard d'euros par an pour le développement durable. Toutefois, il y a une exigence de transparence et de bonne gouvernance, de préservation de l'environnement, mais aussi celle de collaborer avec la justice internationale, a ajouté le président français. Juste après l'ouverture et la photo de famille, une première table ronde s'est tenue sur la paix et la sécurité, occasion pour le président de la République du Niger, chef de l'État Issoufou Mahamadou, de mettre l'accent sur le lien indissociable entre sécurité et développement. Il faut renforcer les capacités des forces de défense et de sécurité de chaque pays. Il faut renforcer les capacités de renseignement de chaque pays. Mais au-delà des pays pris isolement, il faut mutualiser, je crois, les moyens de tous les pays pour faire face à ces menaces. Mais ça, c'est à court terme. À long terme, il est clair que la solution, c'est le développement. Parce que je considère qu'aujourd'hui, le principal allié des djihadistes, le principal allié des terroristes, le principal allié des organisations criminelles, c'est la pauvreté. Lorsque nous aurons vaincu la pauvreté, alors nous aurons réalisé les conditions de l'affaiblissement du terrorisme et des organisations criminelles, parce que c'est sur le terreau de la pauvreté que le terrorisme recrute, que le crime organisé recrute. Donc à long terme, la solution, c'est le développement. Deux autres sessions ont eu lieu samedi matin, l'une sur le partenariat économique et le développement et l'autre sur le changement climatique. D'importantes décisions ont été prises. L'Afrique doit s'organiser et pouvoir intervenir de manière rapide et efficace. Et c'est donc le sens de cette force d'action rapide qui doit être mise en place dans les prochains mois, que la France soutiendra par une action de formation, d'encadrement. Des unités africaines composeront cette force. Elles devront donc disposer d'un matériel, d'armement approprié précisément aux crises que l'Afrique peut rencontrer. L'autre grande décision que nous avons prise, c'est par rapport au développement et au partenariat économique. La France elle-même est consciente que l'Afrique est un continent d'avenir. Et la croissance que connaît nombre de pays africains dépasse 5, 7, parfois 10%. Il y a des projets qui vont être considérables dans les prochaines années en Afrique. Et la France s'est donné comme objectif de doubler ses échanges avec l'Afrique d'ici 5 ans. La troisième grande décision est relative au climat, ou plus exactement à la lutte contre le réchauffement climatique. C'était très frappant d'entendre les chefs d'État et de gouvernement africains tout au long de la matinée. Parce qu'ils sont conscients des menaces et des risques. Parce qu'ils sont les victimes du réchauffement de la planète. C'est donc sur une note de satisfaction générale que la clôture de ce sommet est intervenue ce samedi, suivie de la conférence de presse finale au Palais de l'Élysée. Visite ce matin sur le site de la 8e édition du Salon international de l'artisanat pour la femme, sa femme, des premières dames du Niger, Haji Aïssata Issoufou et Dr Malika Issoufou. Objectif s'enquérir du déroulement des activités qui prendront fin demain 9 décembre 2013, compte rendu Sadi Sanda et Tahir Hassan. Deux jours après le lancement des activités du Salon international de l'artisanat pour la femme, coup d'envoi donné par la marraine de sa femme le vendredi 29 novembre dernier, les premières dames du Niger, Haja Aïssata Issoufou et Dr Malika Issoufou, se sont rendues ce matin sur le site pour s'enquérir du déroulement des activités.
Cette 8e édition du SAFAM, qui a pour thème l'artisanat féminin haut de gamme, compétitif et profitable à l'économie africaine, a entre autres objectifs de contribuer à l'autonomisation des femmes artisans par le renforcement de leurs capacités techniques, entrepreneuriales et commerciales selon l'approche JAR. Des habitats traditionnels allant vers les stands, les épouses du président de la République en compagnie des épouses du président de l'Assemblée nationale et du Premier ministre, de la ministre du Tourisme et la coordinatrice nationale du salon ont découvert les produits divers, variés des femmes artisanes d'Afrique, du Niger et celles de la région phare, Zender, ses potentialités artisanales, artistiques, culturelles et touristiques. Ce grand rassemblement des femmes artisanes d'Afrique est d'un succès inégalé, a dit la marraine, la première dame Aïssata Issoufou. Vous savez que le salon prend fin demain, c'est une grande satisfaction. Parce que je constate qu'en passant devant les stands, tous les gens qui sont venus avec des objets disent avoir vendu un maximum. Et cela veut dire que la qualité a été mise. Et cela veut dire aussi que la population du Niger porte beaucoup d'intérêt à ce que fait le SAFAM. Je profite aussi pour féliciter tous les organisateurs qui se sont mis corps et âme pour qu'on arrive à obtenir ce degré de satisfaction. Grosso modo, on peut dire que la visite des premières dames du Niger, Aïssata Issoufou et Malika Issoufou, sur le site de la 8e édition du Salon international de l'artisanat pour la femme, qui prendra fin demain 9 décembre 2013 avec la remise des prix du concours Innov Act, s'est achevée sur une note de satisfaction générale. Placée sous le signe de la sensibilisation des jeunes, la Journée internationale de lutte contre la corruption est commémorée par la ALSIA avec l'organisation en cette veille du 9 décembre d'un cross à l'intention des écoles de Niamey. C'est le CG5, le CG franco-arabe, qui se classe premier et devient ambassadeur de la lutte contre la corruption pour l'année 2013-2014, compte rendu Salamati Amadou Djibo et Askou Jibrilla. C'est le CG5 franco-arabe qui est sacré ambassadeur de la lutte contre la corruption au titre de l'année 2013-2014. Et ceci intervient après un cross organisé par la ALSIA, la haute autorité de lutte contre la corruption et les infractions assimilées à l'occasion de la Journée internationale de la lutte contre la corruption le 9 décembre. En effet, 22 écoles de la capitale ont assisté à ce cross. Les dames, après 3 km parcourus en individuel, c'est Sarah Toumourou du CS Lazare qui remporte le premier prix de 75 000 francs CFA plus une coupe, suivi de Zara ou Amadou, CG2 50 000 et Salamat Yoni du Flo Germa, 3e avec 25 000 francs CFA. Les mêmes récompenses ont été remises du côté des hommes, avec Ibrahim Namata du CG5 franco-arabe qui est premier, Namadou Ousseini 2e et Adamou Seydou 3e du franco-arabe Taladji. La haute autorité de lutte contre la corruption et les infractions assimilées à l'ALSIA après le tournoi de football en 2012, cette année et à l'athlétisme, comme pour dire que la sensibilisation contre la corruption, se doit être fait à tous les niveaux et qui mieux est ambassadeur que le sport et la jeunesse. Ce cross qui a rassemblé plus de 400 jeunes athlètes issus des collèges et lycées de la région de Niamey m'offre l'occasion de vous rappeler les méfaits graves de la corruption sur le développement économique et social de la communauté. En effet, la corruption constitue un frein pour le développement. Chers jeunes, il faut aussi le dire, la corruption se pratique au détriment de la jeunesse lorsque les ressources prévues pour encourager le développement du pays sont gaspillées ou détournées. C'est pour cela qu'il faut choisir de dire non à la corruption. Il faut faire corps et internaliser le slogan de cette année, à savoir zéro corruption, 100% développement. Le ministre en charge de la jeunesse et des sports, satisfait de la prestation des jeunes, a saisi l'occasion pour les féliciter et leur expliquer la nouvelle dynamique de son ministère en vue du rayonnement du sport nigérien. Ces jeunes-là seront suivis sportivement, seront placés, si possible, dans des centres qui leur permettront
d'évoluer normalement afin qu'ils soient les élites de demain, comme les Inni Aboubakar que nous avons connus et qui ont fait la fierté de ce pays-là en matière d'athlétisme. C'est cela en fait les réformes que nous avons décidé de mettre en place depuis que nous sommes à la tête de ce ministère-là. Ces jeunes, sans nul doute, sont déjà des ambassadeurs, pas seulement pour une année de la lutte contre la corruption, mais assurément le long de leur cursus scolaire. Je suis sur ce plateau avec M. Issoufou Bourema, président de la Haute Autorité de lutte contre la corruption et les infractions assimilées, l'ALCIA. Monsieur le Président, bonsoir. Bonsoir. Monsieur le Président, le 9 décembre de chaque année, la communauté internationale commémore la journée mondiale de lutte contre la corruption. Alors, Monsieur le Président, quelle est la particularité de l'édition 2013? Je vous remercie, Monsieur Diallo. Comme vous l'avez si bien dit, la journée internationale de lutte contre la corruption est une journée dédiée par l'Organisation des Nations Unies pour amener le monde entier à s'arrêter un instant et réfléchir sur ce phénomène qui est d'une extrême gravité. Cette année, l'ONUDC, qui a en charge l'animation et l'impulsion du combat contre la corruption, a retenu comme slogan « Zéro corruption, 100% développement ». Le développement est au cœur de la lutte contre la corruption. Dans la Convention des Nations Unies, la préface qui a été faite par Kofi Annan en 2003 rappelait justement que les ressources qui devraient être utilisées pour les services sociaux de base aux populations pauvres étaient détournées. Dans la démarche nigérienne également, le développement est au cœur de la préoccupation de la lutte contre la corruption. Souvenez-vous, dans son discours d'investiture, le président de la République rappelait que prenait l'engagement de restaurer le monopole fiscal de l'État érodé par des fraudes en tout genre, mais également s'engager à rechercher l'efficacité de la dépense publique. Autrement dit, la mobilisation des ressources et leur utilisation à bon escient et leur utilisation en bon père de famille est donc le socle de l'anticorruption au Niger. Autant dire que le slogan de cette année, l'engagement de la communauté internationale, rejoint la préoccupation du Niger. Voilà ce qu'il faut dire du slogan de cette année, 100% développement, zéro corruption. Si la corruption est combattue, les États se développeront obligatoirement. Alors, Monsieur le Président, Transparency International vient de publier le classement sur l'indice de perception de la corruption. Le Niger passe de la 113e à la 106e place. Président, le Niger ne pouvait-il pas mieux faire? Si, il fallait s'attendre. J'attendais un résultat dans une fourchette à 2 chiffres, mais il n'y a pas de raison de faire la fine bouche. L'évolution est là. Il faut peut-être rappeler qu'en 2011, nous étions 134e pour passer en 2012 à 113e et puis en 2013 à 106e. L'évolution est là. Mais il n'en demeure pas moins que nous sommes encore dans les méandres du classement et que nous sommes encore médiocres. Mais ce n'est pas impossible et je pense bien que si la lancée continue, si les mesures nécessaires qu'il faut prendre, notamment la loi anticorruption, les mesures et politiques anticorruption, l'engagement de la société civile et de la presse également, toutes ces mesures vont permettre certainement au fur et à mesure qu'elles sont prises de faire changer très sensiblement le classement du Niger. Il y a lieu certainement également de faire remarquer que d'autres pays de la sous-région qui faisaient de l'anticorruption avant nous ont été dépassés par le Niger et que si je prends des exemples des exemples terre à terre, des pays qui faisaient l'anticorruption depuis une dizaine d'années, ils stagnent à leur place, alors qu'au bout de 2 ans d'existence, la LCA gagne des places, même si ce n'est pas très appréciable, même si nous restons encore médiocres. L'effort est là, il faut le saluer, il faut s'en réjouir. Monsieur le Président, vous êtes attendu sur 2 grands dossiers, notamment le Forum national anticorruption et la loi anticorruption. Où en êtes-vous sur ces 2 points?
D'abord, le forum, ce n'est pas un forum en tant que tel. Le forum est une composante de la stratégie. Le forum entre dans le processus de l'élaboration de la stratégie nationale de lutte contre la corruption. Cette stratégie qui a été évoquée d'ailleurs par le Premier ministre lors du vote de la motion de confiance et continue son bout de chemin. Nous pensons qu'elle peut être disponible dans les 6 mois qui viennent, mais c'est un rythme certes lent. Nous sommes actuellement au stade de la collecte des données. Nous avons fini les données au niveau des régions. Nous sommes en train de faire l'analyse secteur par secteur. Donc cette stratégie va être parachevée par un forum national au cours duquel toutes les sensibilités de l'État du Niger vont se retrouver et puis mettre sur la table le problème de la corruption et ensemble poser des diagnostics qui seront acceptés par chacun et où donc nous pensons pouvoir mettre le doigt sur le problème et proposer des solutions tous ensemble. En ce qui concerne le projet de loi, il s'agit d'une préoccupation majeure et qui a été identifiée comme étant une des faiblesses fondamentales de l'anticorruption au Niger. Vous vous rappelez bien que la structure anticorruption du Niger, la ALCIA, a été créée par un décret du président de la République. Ce texte ne donne pas suffisamment de moyens pour permettre la lutte avec beaucoup d'efficacité. Et c'est pour cela que lorsque nous avons soulevé le problème en présence du président de la République, il avait instruit de mener la réflexion pour pouvoir proposer un projet de loi qui puisse nous permettre de travailler avec toute l'efficacité qui est attendue. Le projet de texte est là, nous l'avons transmis, certes il met du temps à être adopté, mais nous pensons que dans les jours qui viennent, certainement que ça va être fait, d'autant que les signaux sont bien là que la lutte contre la corruption peut bien être menée au Niger et surtout donner les résultats attendus. Merci, Monsieur le Président, d'être venu et rester avec nous pour suivre la suite de cette édition. Le ministre délégué à la décentralisation, aux affaires religieuses et coutumières était depuis hier après-midi à Agadez, où il était accueilli par le secrétaire général de la région avant d'effectuer plusieurs visites au niveau des services relevant de son département ministériel, compte rendu Mohamed Madou et Nassirou Nakakale. La mairie d'Agadez, visitée en premier lieu, est une imposante bâtisse datant de l'époque coloniale qui a su résister à l'épreuve des temps. L'édifice en banco amélioré fait périodiquement l'objet de retouches de réfection afin de le maintenir en état, comme ce fut le cas en 2009 avec d'importants travaux de réhabilitation générale. Le ministre Mohamed Sanoussi Al-Haji Samro passera dans les 3 principaux blocs dont dispose la mairie. Il s'agit du bloc financier réservé aux opérations de recouvrement des recettes municipales, du bloc administratif abritant les différents bureaux de l'équipe dirigeante, la salle de réunion équipée et enfin le bloc technique. Là cohabitent les services d'état civil, des affaires domaniales et de la logistique, voirie, hygiène, assainissement. Tout au long de ces visites, des explications ont été fournies au ministre délégué à la décentralisation sur le fonctionnement de la mairie d'Agadez qui compte au dernier recensement administratif de 2012 environ 113 000 habitants, à en croire le premier adjoint Aboubakar Ajoual. De la commune, la délégation ministérielle s'est transportée au conseil régional, palier supérieur du processus de décentralisation. Logée dans des bâtiments d'emprunt appartenant au patrimoine communal, cette institution sera bien lotie au regard des travaux de rénovation des infrastructures qu'elle occupe en ce moment. Le ministre Mohamed Sanoussi Al-Haji Samro a noté avec satisfaction l'état des bureaux visiblement bien équipés et le niveau d'avancement des travaux du chantier d'extension et de réaménagement actuellement en cours au niveau du conseil régional. Coût de l'investissement 33 millions de francs CFA, conjointement financé par le PNUD de l'Union européenne, en attendant la mise en valeur du futur site du conseil régional. Le ministre délégué à la décentralisation a effectué ce dimanche matin une visite similaire au gouvernorat. Cette visite guidée, dirigée par le secrétaire général de la région, a permis à M. Mohamed Sanoussi El-Haji Samro de constater des visu l'état physique des bâtiments construits en matériaux définitifs et qui abritent en plus des services administratifs la coordination régionale de l'initiative 3N. Au niveau du gouvernorat d'Agadez, les problèmes majeurs en suspens se résument d'après le secrétaire général de la région
au manque du personnel auxiliaire, tels les secrétaires et les chauffeurs titulaires. Le ministre Mohamed Sanoussi El Hadji Samro était également à la grande mosquée Emeskini, où il assistait en présence des autorités administratives régionales et des cadres centraux qui l'accompagnent à la lecture du Saint-Coran. Au terme de cette séance spirituelle, une fatia a été dite pour la paix, la quiétude sociale et le bonheur du peuple nigérien. Cette annonce, il vous souviendra que lors d'une de nos éditions, Télé Sahel a relayé des informations rendues publiques par Radio Amfani. Ces informations sont relatives aux propos qui seraient tenus par l'ancien président de la République, Tanja Mamadou, qui faisait cas d'un montant de 400 milliards de francs CFA. Ce montant correspond, semble-t-il, à la somme qu'il aurait laissée au Trésor national à la date du 18 février 2010, jour du coup d'État. Depuis, ces informations ont fait couler beaucoup d'encre et continuent d'alimenter divers débats et conversations, malgré les démentis apportés par Télé Sahel. Pour davantage éclairer le public, Télé Sahel recevra demain un invité du journal de 20h30, M. Souleymane Zourkaleni, directeur général du Trésor et de la comptabilité publique. Le ministre délégué à la décentralisation et aux affaires coutumières et religieuses poursuit sa mission du travail à l'intérieur du pays, à Agadez, où il a présidé ce dimanche matin une importante réunion de sensibilisation des cadres de l'administration territoriale sur la délimitation des frontières des communes, compte rendu Mohamed Madiou et Nassirou Nakakale. Cette importante réunion de sensibilisation des cadres territoriaux porte principalement sur la question des limites des collectivités. Elle enregistre la participation des préfets, des maires et des chefs traditionnels de la région d'Agadez. Dans un exposé préliminaire, le ministre délégué à la décentralisation aux affaires coutumières et religieuses, M. Mohamed Sanoussi El Hadji Samro, a expliqué sans embâche le sens des lois et règlements en vigueur au Niger en matière de définition des communes créées à la faveur de la mise en œuvre du processus de la décentralisation. Dans tous les cas, nous pensons qu'il n'existe pas de problème sans solution. Ces solutions peuvent être trouvées dans des cadres de concertation tous azimuts où l'ensemble des acteurs sont mis à contribution. Je me dois à cet effet d'insister sur la parfaite collaboration attendue entre les représentants de l'État, la chefferie traditionnelle, les élus, ainsi que les autres acteurs pour une complémentarité et une synergie afin de mener le combat qui vaille, qui est celui du développement, du raffermissement de l'unité nationale, de la consolidation et de la pérennisation de notre démocratie à la base. J'ai la ferme conviction que c'est à ce prix seulement que nous pouvons construire à l'unisson notre pays et contribuer ainsi à la réalisation des idéaux du programme de la Renaissance de son Excellence, Monsieur le Président de la République. Intervenant auparavant, le vice-maire, le secrétaire général du Conseil régional, le secrétaire général du gouvernorat ont souhaité la chaleureuse et cordiale bienvenue à la délégation ministérielle. Zourkelini Bourema Mega a, au nom du gouverneur empêché, félicité le ministre Mohamed Sanoussi Samro pour sa brillante nomination à ce poste gouvernemental. Enfin, le sujet inscrit à l'ordre du jour de la réunion a suscité des débats parfois passionnés autour de la problématique de la gestion des frontières délimitant les espaces géographiques entre les différentes communes, surtout en zone pastorale. Le ministre délégué à la décentralisation et les cadres centraux membres de la mission ont pu apporter avec tact des réponses appropriées à l'avalanche d'inquiétudes et griefs soulevés lors des débats. La mission de sensibilisation sur l'application de la loi 2003, conduite par le ministre délégué à la décentralisation et aux affaires coutumières et religieuses, séjourne à Tawa. Hier matin, le ministre a rencontré les élus locaux et les responsables des services départementaux, compte rendu Asma Tijani et Laolissini. Cette première rencontre du ministre délégué en charge du dossier de la décentralisation des affaires religieuses et coutumières avec les différents préfets et maires de la région de Tawa vise tout simplement à échanger sur un certain nombre de préoccupations et déterminer ensemble des pistes de solutions aussi bien au plan local que national, mais également à court, moyen et long terme. Dans cette dynamique, nous avons relevé un nombre de difficultés rencontrées depuis l'installation des communes et des régions.
difficultés qui influencent souvent leur bon fonctionnement. Il s'agit entre autres de la méconnaissance généralisée des textes ou leur mauvaise interprétation, la mauvaise perception de la décentralisation par nombre d'acteurs, aussi bien parmi les représentants de l'État que les autorités décentralisées, la faible mobilisation des ressources et leur utilisation efficiente, les problèmes de gestion des domaines fonciers urbains et ruraux, les limites territoriales entre les communautés coutumières, le rattachement d'un village, d'une tribu ou d'un quartier administratif à l'une ou l'autre de deux communes voisines, le droit de propriété dans les emprises des puits pastoraux, la montée du front agricole, les projets de lotissement, etc. Dans tous les cas, nous pensons qu'il n'existe pas de problème sans solution. Ces solutions peuvent être trouvées dans des cadres de concertation tous azimuts où l'ensemble des acteurs sont mis à contribution. Pour le secrétaire général de la région de Tawa, Yahya Tankari, et le deuxième vice-président du conseil régional, Abdul Kadri Atawel, l'avènement des ministères chargés à la décentralisation et des affaires religieuses et coutumières permettra une délimitation précise de chaque commune afin d'arriver au terme de ces conflits qui n'ont que trop duré. Le vice-président du conseil régional, Moussa Massallati, lui a dans son intervention félicité les autorités de la 7e République, au premier rang desquelles son Excellence Issoufou Mahamadou, président de la République, chef de l'État, pour avoir eu l'ingénieuse idée de créer un ministère délégué à la décentralisation. Les participants ont ensuite pris la parole, qui pour exposer leurs problèmes, qui pour proposer des solutions. Le ministre Mohamed Sanoussi El Haj Samro et les membres de la mission ont enfin remercié les participants pour leur riche contribution avant d'apporter chacun dans sa sphère de compétences toutes les informations et explications requises. Dans la région de Tillabéri, s'est tenu hier samedi à Filingué un forum organisé en vue de trouver une solution définitive aux problèmes liés au manque d'assainissement que connaît la ville de Filingué. C'était en présence du ministre de l'Environnement, de la Salubrité urbaine et du Développement durable, ainsi que des partenaires au développement. Au reportage Zakari Maman. C'est pour améliorer le cadre de vie des populations, mais également donner une image positive de la ville qui, grâce au bitumage de la route de la Renaissance reliant Niamey à Tawa en passant par Filingué, connaîtra un développement certain, que ressortissants de Filingué et partenaires s'engagent à trouver solution appropriée à ce problème de manque d'assainissement. Aujourd'hui, je suis tout heureux d'être devant vous à Filingué pour la suite de cette activité, montrant que le traitement du dossier a évolué favorablement et dans un temps record. C'est le lieu d'exprimer toutes mes félicitations à la commune urbaine de Filingué et la SNV pour avoir travaillé avec diligence sur ce dossier. La présentation du projet initié par la commune urbaine de Filingué au Guinée de Niamey pour le financement d'un plan d'assainissement et de salubrité de la ville de Filingué a donné lieu à d'importantes discussions et observations, toutes allant dans le sens de l'améliorer afin de trouver une résolution définitive au problème d'assainissement de la ville. Ce projet ne peut être viable sans votre appui. En effet, quel que soit le montant des appuis extérieurs obtenus, si vous n'appropriez pas le projet, sa réussite risque d'être sujette à caution. Le ministre Adamou Cheifou aussi de réaffirmer l'engagement de son département ministériel à continuer à accompagner la commune de Filingué sous la conduite éclairée des plus hautes autorités de la 7e République, à la tête desquelles le président de la République, chef de l'État Issoufou Mahamadou. Intervenant auparavant au nom du gouverneur empêché et peu après l'intervention du représentant du chef de canton de Filingué, le secrétaire général adjoint de la région a d'abord salué la mise à disposition de la commune d'un plan d'assainissement qui sera mis en œuvre pour résoudre cette problématique liée au manque d'assainissement de la ville. Arimani Mamadou ensuite de rassurer du soutien des autorités régionales pour toute action initiée quant à la recherche des meilleurs cadres de vie de la population. La SNV Niger, partenaire traditionnel de la commune de Filingué, se réjouit par la voix de son directeur de tous les efforts de la commune pour venir à bout de ce phénomène. La SNV s'engage à continuer son appui technique à la commune urbaine de Filingué
pour la mobilisation de ressources nécessaires, la mise en œuvre et le suivi post-projet d'assainissement de la ville. L'espoir est donc fondé au regard surtout de l'engagement de la population qui s'est traduite par la contribution sur place d'une importante somme, mais aussi parce que ceci marquant l'aboutissement d'une longue réflexion de voir la ville de Filengue se doter d'un dispositif performant d'assainissement. Comblé donc de joie, lui qui a initié le projet, le maire de la commune urbaine de Filengue, M. Abdou Alhaji Medessara, de remercier vivement l'ensemble des acteurs, particulièrement la SNV, pour ses appuis dans la recherche de l'amélioration du cadre de vie de la population. Effort qui lui a d'ailleurs valu ce témoignage de satisfaction décerné à son directeur par le maire de la commune. Cérémonie hier d'installation officielle du consul honoraire de la République du Bénin à Maradi avec juridiction sur la région de Zender. C'était en présence de l'ambassadeur du Bénin et le chargé d'affaires consulaires au ministère des Affaires étrangères, du président du conseil régional et de plusieurs autres invités, compte rendu Adin Al-Galas et Maman Omar. La création de ce consulat va ainsi contribuer non seulement à la résolution d'éventuelles difficultés auxquelles les Béninois vivant dans les deux régions feront face, mais aussi trouver une solution aux difficultés que rencontrent les importateurs et autres transporteurs béninois et nigériens qui, on le sait, exercent d'importantes activités commerciales. Des raisons fondamentales qui font dire au nouveau consul Guézo Mevo Donatien toute sa joie et à qualifier le moment d'historique et unique. L'ambassadeur de la République du Bénin à Niamey se réjouit pour ses concitoyens à Maradi et à Zender et a souhaité que la création de ce consulat honoraire sera une des solutions au froid qui ces derniers jours grippe quelque peu les activités économiques et commerciales entre nos deux pays. La cérémonie de ce jour n'aurait jamais pu se tenir sans le concours et le consentement des hautes autorités des deux pays qui ont compris le bien fondé et l'opportunité de l'ouverture d'un consulat honoraire du Bénin à Maradi. L'installation du consulat honoraire de la République du Bénin constitue pour le gouverneur de la région de Maradi un motif de satisfaction pour lui-même et pour les plus hautes autorités des deux pays. Elhaji Amadou Bawale s'est ainsi félicité de la création de ce consulat pour dire qu'il résulte des préoccupations qui sont communes au président Boni Yahi et Issoufou Mahamadou. Il a fait remarquer que les deux chefs d'État ont en effet mis en avant la bonne gouvernance, le développement et le renforcement de la démocratie et l'amélioration des conditions de vie de leur population. La présente cérémonie est une autre contribution positive au bénéfice de la coopération entre nos deux pays. Il faut donc se réjouir de cette initiative car elle répond parfaitement aux soucis qu'ont les plus hautes autorités de nos deux pays de rapprocher les populations et de trouver des solutions idoines aux difficultés qui les assaillent, aux malentendus conjoncturels et aux conflits épisodiques qui, fort heureusement, n'ont jamais dépassé le stade de la dispute vers la. Le gouverneur de la région de Maradi notera que malgré les difficultés inhérentes à tout processus nouveau, la création du consulat du Bénin à Maradi reste un exemple d'intégration réussie et une source d'espoir pour les laborieuses populations des deux pays. Dans cette logique, la Chambre consulaire régionale de Maradi, par la voix de son président Elhaji Nassaleh, a trouvé légitime l'espoir que suscite la création de ce consulat honoraire et a émis le vœu qu'il sera à la hauteur des aspirations des opérateurs économiques nigériens qui hier encore ont exprimé leurs difficultés sur le corridor Bénin-Niger. Ouverture ce matin à Niamey des assises de la deuxième Assemblée générale des réseaux des organisations des pasteurs et éleveurs du Niger européen. Il s'agira au cours de cette rencontre de revoir les textes de l'organisation et de renouveler les membres du bureau afin de redynamiser les activités de la société civile pastorale du Niger, compte rendu Lamine Kari Madigou et Hadiza Hamidi. Les réseaux de la société civile pastorale s'organisent avec la tenue ce matin des assises de la deuxième Assemblée générale des réseaux des organisations des pasteurs et d'éleveurs du Niger européenne. L'association européenne Marobé s'est fixé des objectifs qui sont intégrer les éleveurs
dans le processus d'élaboration des politiques nationales et sous-régionales de développement de l'élevage. Contribuer à sécuriser l'élevage au Niger sur le plan économique, politique, commercial et environnemental. Renforcer les capacités des organisations pastorales et d'éleveurs pour la défense des intérêts des pasteurs au Niger. Promouvoir l'inclusion sociale et l'équité de genre. Renforcer l'ancrage de Bilit al-Marobé et Réseau européen Marobé au niveau du Niger. L'association Daoud et la Fédération nationale des éleveurs du Niger font beaucoup d'espoir au cours de cette rencontre qui va statuer sur les textes et renouveler les membres du bureau. Faire en sorte qu'il y ait une bonne assise au niveau donc, du pays pour qu'il y ait une participation totale de tous les pasteurs, que tous se reconnaissent à travers ce réseau et que ce réseau soit une interface entre donc, les organisations des éleveurs du Niger et le niveau régional, c'est-à-dire les autres pays au niveau desquels se trouve Bilit al-Marobé. En tant que président de l'association Daoud, a adhéré à ce réseau militaire Marobé qui me paraît être un réseau dynamique, jeune, et capable d'aider les adhérents des associations membres. Retenons qu'après 4 ans d'instance travaux, il est à mettre à l'actif européen des avancées significatives dans le domaine de la formation des membres des organisations paysannes pour mieux défendre les intérêts des pasteurs et éleveurs, de la transhumance frontalière apaisée à travers l'intercommunalité, ainsi que de l'échange d'expériences avec les associations sœurs de la sous-région, comme le témoignent les récents séjours dans notre pays d'une forte délégation de l'ANOPER Bénin, composée de hauts responsables du ministère de l'Environnement, de l'élevage, de l'Intérieur, des enseignements supérieurs, juristes et des parlementaires venus pour s'inspirer du rôle qu'ont joué les sociétés civiles pastorales dans le cadre de l'élaboration de la loi sur le pastoralisme au Niger. Le programme d'appui à la société civile, PASOC 2, a lancé ce matin un appel à proposition de financement des micro-projets de la région d'Agadez au profit des structures, des femmes et des jeunes. Quelques 131 millions de francs CFA seront injectés dans ces opérations. D'autres précisions avec nos reporters Hachim Mohamed et Nassir Nakakali. Le programme d'appui à la société civile du Niger, seconde phase, est financé par le 10e FED, poursuit ses appuis sous forme de subventions aux acteurs de la société civile. C'est pourquoi une réunion du comité régional de sélection des dossiers de la phase complémentaire s'est réunie ce matin au gouvernorat d'Agadez en présence des responsables du PASOC 2 pour expliquer aux candidats postulants les modalités de consommation de l'enveloppe allouée à la région d'Agadez d'un montant de 131 300 000 francs. Dans une brève introduction prononcée à cette occasion, le secrétaire général de la région d'Agadez, Bourema Zourkeleni Meiga, a invité les participants, majoritairement constitués de jeunes et de femmes, de ficeler des micro-projets cohérents conformément au canevas type du PASOC pour ne pas laisser cette manne leur échapper. Sur les procédures à suivre, d'amples précisions avec le directeur des ONG Associations de développement, en même temps régisseur du PASOC 2, M. Bana Amadou. C'est un appel à proposition qui concerne les femmes et les jeunes. Les promoteurs des projets sont les femmes et les jeunes et les bénéficiaires des micro-subventions sont aussi les femmes et les jeunes. Je crois que les organisations de la société civile au niveau d'Agadez doivent comprendre cette spécification, cet accent que nous voulons mettre en tout cas sur la promotion des droits humains et citoyenneté, mais cette fois-ci ciblée vers les jeunes et les femmes. L'enveloppe globale fait 800 000 euros et ces 800 000 euros sont équitablement répartis entre les 4 régions de Maradi, Zender, Tawa et Agadez. 800 000 divisé par 4, ça fait à peu près 200 000 euros par région. Maintenant, en ce qui concerne les projets individuels que les organisations vont poser et vont présenter pour financement, nous avons une enveloppe plancher et une enveloppe plafond.
L'enveloppe plancher, c'est-à-dire l'enveloppe inférieure, la petite enveloppe que nous finançons, c'est 5 000 €. Et la plus grande enveloppe que nous finançons, c'est 10 000 €. Mais cette enveloppe-là constitue notre contribution. Et le promoteur doit contribuer au moins à 5% du montant de l'enveloppe globale. Donc si ça fait 100%, nous contribuons à 95% et le promoteur contribue à 5%. Maintenant, où est-ce qu'il faut déposer ces demandes-là, une fois élaborées? Au niveau de nos directions régionales du plan de l'aménagement territoire et développement communautaire, en tout cas pour la transmission au niveau de l'unité de gestion. L'honorable député Elhaj Boukari Sani Zili vient de faire un don d'un véhicule 4x4 Land Cruiser Toyota au district sanitaire de Belbéji. C'était ce samedi au cours d'une cérémonie présidée par le préfet du département de Belbéji, Harouna Yakouba. Le compte rendu de Garba Maman Kabirou et Ali Abdou. Ce jour 7 décembre 2013 sera à jamais gravé dans les annales des faits ayant marqué l'histoire et la vie de la communauté de Tarka, un jour mémorable et plein de symboles qui également va rester à jamais dans la mémoire de toute la population du département de Belbéji. En effet, longtemps confronté à ce sempiternel problème d'évacuation et référencement des malades vers les hôpitaux de Tanout et de Zender par manque d'ambulance, difficultés éprouvées par le district sanitaire de Belbéji dans le transport des malades, cette situation qui n'a que trop duré vient de trouver sa solution. Car face à cette dernière ô combien préoccupante, le député national Boukari Sani Malanchebou Zili a réagi en renforçant les capacités logistiques du district sanitaire de Belbéji par le don d'un véhicule 4x4 de marque Toyota Land Cruiser V8 afin de mieux secourir les habitants de cette vaste entité, un geste concrétisé ce samedi à travers une cérémonie présidée par le préfet Harouna Yakoudima qui officiellement et solennellement recevait les clés des mains du représentant du donateur Elhaj Ali Cheikh, ami d'enfance et compagnon de tous les jours de l'honorable Boukari Sani Zili. Monsieur le préfet, j'ai l'insigne honneur, au nom du député Elhaj Boukari Sani Zili, de vous remettre les clés de cette Land Cruiser pour servir d'ambulance au district sanitaire de Belbéji. Recevant les clés du véhicule qui pliait l'ambulance du district sanitaire de Belbéji, le préfet du département a indiqué que par ce geste, Elhaj Boukari Sani Zili vient une fois de plus prouver tout son attachement et sa préoccupation pour le bonheur et le rendement des populations de la Tarka. Ce geste hautement patriotique de ce digne fils du département de Belbéji devait indiquer Harouna Yakoudima doit être un exemple à suivre par d'autres ressortissants de la Tarka, ne serait-ce que par le relèvement du plateau technique de ce centre sanitaire qui a besoin d'un laboratoire avant de réitérer au nom de ses administrés toute sa gratitude aux généreux donateurs et saisir l'occasion pour davantage apporter leur soutien aux autorités de la 7e République, au premier chef, le président de la République Issoufou Mahamadou, pour tous les sacrifices consentis afin que règne la paix et la sécurité au Niger. À noter, c'est tout un autre plan, cette autre cérémonie, toujours à Belbéji, à l'occasion de la tenue du conseil local de la section PNDS Tareya, de la remise officielle de notre véhicule 4x4, dont du député Boukari Sani Zili à la section PNDS Tareya à un moment opportun, car les enjeux politiques du pays imposent à tous les partis des contacts réguliers avec l'électorat, devait dire en substance Elhaj Ali Cheikh qui représentait les donateurs. En mission de travail à l'intérieur du pays, le bureau exécutif national de l'organisation des jeunes Tareya se trouve à Zender où une importante rencontre a réuni les 10 membres de cette délégation avec les représentants des différentes structures des jeunes Tareya de la région de Zender, compte rendu Garba Maman Kabirou et Ali Abdou.
Conduite par le président du bureau exécutif national de l'organisation des jeunes Tareya et comprenant une dizaine de membres des structures de l'OJT, cette délégation qui sillonne les pays était ce vendredi l'hôte de la région de Zander où elle est venue pour aborder plusieurs sujets et questions relatifs à la vie du pays en général et du PNDS Tareya en particulier, notamment cette importante structure qu'est l'OJT, levier et pilier sans commune mesure, socle sur lequel le parti fonde tout son espoir, ainsi que celui du Niger, cela pour son bonheur et sa prospérité autour de cet idéal qui n'est autre que la renaissance du pays. De manière concrète, cette mission au plus haut niveau de l'OJT vise fondamentalement 3 objectifs qui sont définis ici par Maître Ibrahim Djibo, président du Ben OJT. Donc l'objectif premier de cette mission, c'est de faire donc la situation des structures OJT à tous les niveaux, au niveau de la région des Anders. Le premier objectif, et le deuxième objectif que nous visons à travers cette mission aussi, c'est de vous entretenir de la situation politique actuelle qui prévaut, n'est-ce pas, dans notre pays, depuis, vous le savez très bien, la recomposition de la classe politique au niveau particulièrement de l'Assemblée nationale. Et le troisième objectif, ça rentre dans le cadre de notre mission en tant que structure de masse, autrement dit la mobilisation des militants à tous les niveaux. Vous n'êtes pas sans savoir que pendant ces 2 ans qui se sont écoulés, j'allais dire les 2 ans et demi, les structures du parti dans leur ensemble, et particulièrement au niveau de l'OJT, ont vécu une sorte de léthargie. Or, nous en tant que jeunesse, nous devons être toujours mobilisés, prêts à répondre au mot d'ordre, n'est-ce pas, du parti, prêts à aider les autorités qui sont à la tête du pays à tous les niveaux. Et donc, cette mission, c'est l'occasion pour nous de mobiliser, n'est-ce pas, les camarades à tous les niveaux, au regard, en tout cas, des défis qui se présentent à nous. Le président du bureau exécutif fédéral OJT Zander, Abdul Wahab, le coordonnateur régional OJT au titre de la région de Zander et le vice-président du bureau exécutif fédéral PNDS Tareya de Zander, El Moussa Alassane Ilalla, prenant tour à tour la parole tout en se réjouissant de cette initiative salutaire du Ben OJT, ont émis les souhaits de voir cette rencontre du donner et du recevoir se dérouler dans un climat de sérénité, de respect mutuel et qu'elle puisse profiter à tous les militants et militantes du PNDS Tareya dans l'accompagnement du programme de renaissance du Niger, priorité des priorités du président de la République, Issoufou Mamadou. Le préfet sortant du département de Guidarumji a présidé hier la cérémonie de clôture d'un atelier organisé par l'ONG AFOA avec l'appui de CAIR. Les précisions avec nos reporters Sanoussi Garba et Adinal Galas. Cet atelier, le deuxième du genre dans la région de Maradi après celui d'Aguié, est organisé par l'ONG AFOA. Il vise à capitaliser les activités entrant dans le cadre de l'initiative Engagement des hommes mise en œuvre toujours par l'ONG AFOA en partenariat avec CAIR Niger sur un financement de CAIR Norvège. L'initiative milite en faveur des femmes, notamment à travers la mobilisation d'une masse critique d'hommes engagés autour des questions de la santé reproductive et des droits associés, les violences basées sur le genre et la santé sexuelle et reproductive des adolescents et des jeunes. C'est pourquoi, de par son thème, l'atelier regroupe les membres des structures communautaires, c'est-à-dire les plateformes et les groupes de changement de comportement. Ces participants sont issus des différentes communes que compte le département de Guidarumji. Ils ont eu pendant une journée à plancher sur l'initiative dans le but d'amener tous les acteurs à s'engager pour la pérennisation des acquis et internaliser l'initiative qui prendra fin le 31 décembre prochain. Le préfet sortant de Guidarumji, qui présidait la rencontre, a appelé tous les membres des structures concernées et présents à cet atelier de capitaliser les acquis au profit des femmes, cette fragile frange de la population qui très souvent sont malheureusement déniées de leurs droits les plus élémentaires et victimes de violences basées sur le genre. Pour venir en aide aux populations éprouvées par les récentes inondations de la région du Difa,
La jeunesse Tareya de Difa a fait hier don d'une importante quantité de couverture aux enfants de Koulou Kwara et ceux de Kayawa de la commune urbaine de Difa, compte rendu Abdraman Boukari Haruna Sanda. Ce don, composé de 2 balles de couverture, le tout d'une valeur d'1 demi-million de francs CFA, est destiné aux enfants du village de Kolokora et ceux de Kayawa, victimes des récentes inondations nées encore cette année de la montée exceptionnelle des eaux de la rivière Komadougou. La cérémonie de remise officielle de ces couvertures intervenue hier après-midi dans l'enceinte du gouvernorat s'est déroulée sous la présidence du secrétaire général de la région de Difa, M. Hassan Ardouido. C'était en présence du maire de la commune urbaine de Difa, M. Ousmane Koussouri, du président national de l'organisation de la jeunesse Tareya, l'honorable député national maître Ibrahim Jibo, et de la jeunesse Tareya de la région de Difa, avec à leur tête M. Brahmamadou Aji, président de la dite organisation, qui, en remettant ce don, a d'abord saisi cette opportunité pour exprimer toute sa compassion à l'endroit de ces vaillantes populations de Kolokora et celle de Kayawa, éprouvées par les inondations, avant de s'apaisantir sur l'objectif poursuivi à travers ce geste de l'organisation de la jeunesse Tareya de Difa. Les organisations de jeunesse de ces partis politiques ne sont pas uniquement des jeunesses qui sont faites pour la milice politique, pour le pavoisement d'Alibé, donc elle a un rôle à jouer dans le développement socio-économique du parti. Voilà pourquoi nous avons tenu à faire ce geste, pour vraiment témoigner de notre sympathie vis-à-vis de ces jeunes enfants des villages de Kolokora et de Kayawa, qui sont très éprouvés par les inondations, dont 2 tiers même du village est inondé. Très ému de cet élan de solidarité, le secrétaire général de la région de Difa, M. Hassan Ardouido, a au nom des autorités de la 7e République, de celui des bénéficiaires et du sien propre, exprimé tous ses remerciements à l'endroit de la jeunesse Tareya de Difa, qui d'ailleurs n'est pas à son début pour ce genre d'action. M. Hassan Ardouido devait par la suite rassurer ces jeunes que ce don venu à point nommé et qui sera utilisé à bon escient ira droit aux légitimes bénéficiaires. Signalons enfin que cette rencontre a été également l'occasion pour la jeunesse Tareya de Difa de présenter au secrétaire général de la région et membre de la dite organisation en fin de formation à l'école polytechnique de Katina au Nigeria, qui a suivi avec succès une formation en informatique option GSM. Réunion ce dimanche du Conseil fédéral PNDS Tareya de la région du Maradi. La cérémonie d'ouverture des travaux a enregistré la présence des membres du comité exécutif national, dont Kalla Hankaro, le coordinateur régional, le gouverneur Kalla Moutari et plusieurs autres invités, membres des partis de la mouvance présidentielle. Le présent Conseil fédéral en est le 2e au cours de cette année 2013 pour le Parti Rose au niveau de la région de Maradi. Si le premier Conseil fédéral était pour le renouvellement du bureau, ces deuxièmes retrouvailles feront le bilan des activités menées pendant la première année du mandat et préparer le prochain congrès du PNDS Tareya. C'est en soit une prouesse à remarquer Kalla Hankoro, le coordinateur régional du parti au niveau de Maradi. Et ce, a-t-il ajouté, malgré l'effervescence politique qui a caractérisé le 2e semestre de l'année en cours. Du reste, l'on a ainsi su respecter les dispositions du statut du parti. Aussi, au délégué Kalla Hankoro a-t-il transmis le vœu du comité exécutif national, ceux du succès des travaux de ce conseil, dans des débats réalistes, modérés et surtout à préserver la cohésion indispensable à l'élargissement et au renforcement de la base du parti. À ce sujet, l'on a noté, pour s'en féliciter, les succès éclatants déjà enregistrés dans les activités de l'élargissement de la base du parti, ce qui prouve si besoin en est de la bonne santé du PNDS Tareya dans la région de Maradi. Le coordinateur régional du PNDS Tareya a relevé les quelques tribulations prévues par certains milieux politiques connus les derniers mois, mais qui n'ont pu aboutir grâce à la vision dont a fait preuve le président Issoufou dans la conduite des affaires d'État et qui a su éviter au pays de tomber dans un piège mu par des intérêts politiques individualistes. Kalla Hankoro a noté que le gouvernement de large ouverture mise en place est au travail avec le soutien nécessaire de l'Assemblée nationale et de la communauté internationale. Faut-il alors profiter de la sérénité retrouvée pour mettre les bouchées doubles dans la réalisation du programme de renaissance. Cependant, nous devrons nous convaincre que rien n'est définitivement acquis, a dit Kalla Hankoro. Il faudra donc redoubler de vigilance, car notre pays a besoin de préserver notre grande richesse, la paix et la stabilité.
C'est aussi les souhaits du président de la section et le président de la fédération Tareya de Maradi qui ont également demandé aux militantes et militants de préserver leur cohésion et travailler pour le rayonnement du PNDS dans la région et voir à travers tout le Niger. Il faut enfin dire que le Conseil fédéral du PNDS Tareya de Maradi a mis à profit cette rencontre pour rendre publique une déclaration de soutien au président de la République Issouf Mahamadou pour toutes les actions de développement réalisées dans la région de Maradi. Le Conseil fédéral du PNDS Tareya de Maradi, réuni ce jour, dimanche 8 décembre 2013, fait la déclaration suivante. 1. Considérant la réalisation des multiples actions de développement dans la région de Maradi, notamment dans le domaine sanitaire, équipement et extension des hôpitaux du district, réhabilitation de 7 formations sanitaires, transformation et construction de 9 centres de santé intégrés, mise à la disposition de la Direction régionale de la santé publique de 56 médecins, dont 36 dans les centres ruraux de santé et 214 agents de santé. À cela s'ajoute le processus engagé pour la construction d'un hôpital moderne à Maradi. Dans le domaine de l'agriculture, mise en place de 1500 tonnes de semences et 7000 tonnes d'engrais au profit des producteurs. Réhabilitation du périmètre hydro-agricole de Giratawa, aménagement de plusieurs sites dans le cadre du programme actuel annuel des cultures irriguées et du projet mobilisation des eaux de surface. Dans le domaine de l'élevage, mise en place au profit des éleveurs de 3500 tonnes d'aliments bétail, reconstruction du cheptel à hauteur de... La Ligue du Niamey du handball organise depuis hier après-midi à l'Académie des arts martiaux un tournoi à l'intention des différents clubs de la capitale avec 6 clubs en dames et hommes. Ce tournoi va durer 1 mois et permettra aux jeunes joueurs de se perfectionner. Compte rendu, Salamata Amadou Jibo et Zikra Ali. Plus de compétition pour les clubs, une manière de relever le niveau des handballeurs, tel est l'objectif visé à travers ce tournoi qu'organise la Ligue de handball de Niamey en collaboration avec Melplus Informatique, une société de la place. Depuis un certain moment, nous avons engagé quand même certaines actions, nous ici au niveau de la Ligue régionale de handball de Niamey, envers justement les sociétés pour leur proposer un partenariat avec le sport et plus particulièrement avec le handball. Donc c'est dans ce cadre-là que la société Melplus Informatique a quand même réagi positivement à nos sollicitudes en organisant ce tournoi. Ce tournoi qui a sa première édition rassemble 6 clubs en hommes et dames et va se poursuivre jusqu'au 20 décembre. La Ligue de Niamey de handball espère que ce tournoi va être un déclic pour les autres sociétés et entreprises pour aider le sport nigérien en général et le handball en particulier. Et en seconde lecture, cette annonce pour clore ce journal, elle vous souviendra que lors d'une de nos éditions, Télé Sahel a relayé des informations rendues publiques par radio en Fani. Ces informations sont relatives aux propos qui seraient tenus par l'ancien président de la République, Tanja Mamadou, qui faisait cas d'un montant de 400 milliards de francs CFA. Ce montant correspond, semble-t-il, à la somme qu'il aurait laissée au Trésor national à la date du 18 février 2010, jour du coup d'État. Depuis, ces informations ont fait couler beaucoup d'encre et continuent d'alimenter divers débats et conversations malgré les démentis apportés par Télé Sahel. Pour davantage éclairer le public, Télé Sahel recevra demain un invité du journal de 20h30, M. Souleymane Zourkaleni, directeur général du Trésor et de la comptabilité publique. Ainsi prend fin cette session d'information dominicale. Merci de l'avoir suivi. Excellente soirée et bon début de semaine à tous.